Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company. Je suis très heureux de vous retrouver très nombreux ce matin. Il y a eu beaucoup d'inscrits, beaucoup d'intérêt pour ce 16e morning Choose My Company. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler du lancement de notre label qui s'appelle Impact Index, qui est un label qui est dédié à la réalité des pratiques RSE telles qu'elles sont vécues par les salariés des entreprises. Je ne vais pas être tout seul pour animer ce morning. On va avoir la présence de 4 invités exceptionnels dans quelques minutes. Je vais juste vous dire un tout petit mot sur d'abord Choose My Company, ensuite sur les raisons de la création de ce nouveau label à Choose My Company. Et ensuite, nous parlerons de 3 sujets autour de la RSE que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Et puis, à la fin, si vous avez des questions, nous serons heureux d'en prendre malheureusement peu, mais on essaiera d'en prendre. Et pour toutes les autres questions, elles seront répondues soit dans le fil de la discussion, soit plus tard sur les réseaux. Et de toute façon, il y aura un replay, puisque ce morning est enregistré. Et il sera diffusé à tout le monde et aux personnes qui n'auraient pas pu participer. Je vous indique aussi que nous testons une nouvelle façon de communiquer puisque ce morning est en direct sur Clubhouse et vous pouvez vous y joindre pour les personnes qui sont autorisées à rejoindre ce réseau très select qui débute en France. Voilà. Alors, un petit rappel peut-être de Choose My Company. Choose My Company, c'est une entreprise à mission qui a été créée en 2011. Une entreprise à mission, ça veut dire que nous avons pour finalité d'avoir un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons. Et en l'occurrence, l'impact positif pour nous, il est social, puisqu'à travers nos enquêtes, nous allons essayer d'améliorer et de valoriser la relation qu'une organisation a vis-à-vis de toutes ses parties prenantes, les salariés, les étudiants, les candidats recrutés ou pas, les clients et les fournisseurs. Shaima, est-ce que tu veux bien avancer le slide d'après? Alors, pourquoi on a décidé de lancer le label Impact? Parce que depuis un an, peut-être un petit peu plus, mais vraiment un an, il y a une accélération magistrale de ce phénomène qu'on appelle l'impact. L'impact, c'est comment une organisation a une activité ou une manière de faire son activité qui est positive, soit sur la société, soit sur l'environnement. Pourquoi une telle accélération de ce que l'on appelle l'ESG? C'est parce que à la fois les clients et les fournisseurs entre eux sont très attentifs à la performance RSE des uns et des autres, et on en discutera avec Pierre-François Thaler, le fondateur de EcoVadis, parce que les investisseurs, qui soient des fonds d'investissement, le private equity, ou bien les investisseurs individuels, vous et moi, qui avons envie de placer notre argent dans des fonds socialement responsables, ISR, ces investisseurs sont de plus en plus attentifs à là où va leur argent et les entreprises qu'ils financent sont-elles respectueuses de la société ou de l'environnement. Et enfin, l'engagement et le sens des salariés est de plus en plus orienté vers des organisations, des projets d'entreprise qui sont respectueux de l'environnement et de la société. Donc, accélération de l'ESG. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ESG? L'ESG, ça veut dire environnement, social, gouvernance. En fait, c'est l'unité de mesure de la performance RSE. C'est un peu ce que le litre est au volume. Donc, les critères ESG, c'est est-ce qu'on est bon sur des KPI ESG dans la façon de respecter l'environnement ou la société. Peut-être que certains d'entre vous ont vu que récemment, il y a seulement quelques semaines, Euronext, donc c'est l'organisme financier qui gère des agrégats de boursiers, comme le CAC 40, a lancé un Euronext 40 ESG, donc la performance ESG des 40 meilleures entreprises françaises. On a dans ce CAC 40 ESG vu des entreprises comme Total ou comme Hermès qui sont exclues de cet indice boursier et puis d'autres qui font leur apparition. Donc c'est un véritable
critères d'investissement. Et on reviendra dessus avec Mathieu Cornietti. Voilà pourquoi nous avons choisi de créer ce label. Ensuite, dans la méthode, pourquoi on a voulu faire un label 100% participatif ? D'abord parce que c'est la façon dont on travaille à Choose My Company. On s'intéresse toujours et uniquement au ressenti de ceux qui connaissent le mieux l'organisation, donc les salariés, les étudiants, les clients, les fournisseurs. Et aussi, on a fait un sondage et on a demandé à des salariés qui étaient les mieux placés pour évaluer les pratiques RSE d'une entreprise. À 82%, les personnes ont répondu que ce sont les salariés eux-mêmes qui sont les mieux placés pour évaluer la façon dont l'entreprise respecte la société et l'environnement. 18% d'entre eux pensent que c'est un expert externe qui est le mieux placé pour faire ce type d'évaluation. Ça nous a conforté dans notre méthode et donc nous avons un référentiel de 20 questions qui se répartit en 5 thèmes. Et ces 20 questions sont répondues par l'ensemble des salariés d'une organisation. On ne va pas regarder les 20 questions maintenant parce qu'on n'aurait pas le temps, mais retenez qu'elles sont toutes très simples, d'un CIO jusqu'à un ouvrier de conditionnement. Tout le monde peut comprendre les questions. Elles se répartissent en 5 thèmes. La gouvernance. Un exemple de question, c'est « J'ai le sentiment que les actionnaires cherchent à développer durablement l'entreprise ». Une autre thématique, c'est l'environnement. Par exemple, notre activité opérationnelle est respectueuse de l'environnement. L'exemplarité commerciale. Une question comme j'ai le sentiment que nous avons une haute estime de nos clients, ou bien il n'y a pas de conflit d'intérêt dans nos relations avec nos clients et les fournisseurs. L'engagement social. Est-ce que l'entreprise respecte l'égalité des chances, ne discrimine pas, a une exemplarité dans les comportements? Et ensuite, le capital humain, donc est-ce que le bien-être des salariés est au cœur des préoccupations? Est-ce que mon entreprise a une politique active pour former les collaborateurs? On reviendra sur le modèle de questions si vous le souhaitez un peu plus tard. On va passer au slide d'après. Alors ce matin, on va parler donc des 3 dimensions principales de notre référentiel, qui sont l'environnement, la relation avec les investisseurs et la partie sexisme et discrimination, donc l'exemplarité et la non-discrimination dans les entreprises. Donc, pour parler de ces 3 thématiques, nous avons donc des invités que je vais accueillir dans quelques minutes. Donc, Pierre-François Thaler est le fondateur de EcoVadis. EcoVadis, c'est un fournisseur de notation qui est le plus réputé au monde, voire même de la galaxie, me disait Pierre-François. EcoVadis aide les entreprises à améliorer leur performance en termes de durabilité. Nous aurons aussi avec nous Mathieu Cornietti, qui est le CIO d'Impact Partners. Impact Partners, c'est un pionnier de l'investissement à impact social et environnemental. C'est Impact Partners, la première plateforme européenne présente à Paris, Francfort, Copenhague et Barcelone. Ça fait 15 ans qu'ils accompagnent des entrepreneurs pour une performance financière et sociale. À une époque, il y a 15 ans, où peu de personnes commençaient à croire à ce type d'investissement. Mathieu a créé Impact et a cru en la qualité de ce type d'investissement. Il va nous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, nous aurons aussi Agathe Peignet et Camille Dubourdieu-Reyraud. Camille. Camille et Agathe sont les fondatrices d'un compte Instagram qui s'appelle Balance ton stage. Et au-delà d'être un compte Instagram, Balance ton stage, c'est une association qui vise à sensibiliser et à former contre le sexisme en entreprise et plus particulièrement les stagiaires, les alternants et les étudiants. Donc, merci beaucoup tous les 4 d'être avec nous ce matin. Je vais commencer donc avec Pierre-François. Merci 1000 fois d'être avec nous, Pierre-François, ce matin. J'ai une première question à te poser. C'est donc l'impact de la RSE dans la relation commerciale.
Donc, dans la relation entre les clients et les fournisseurs, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé récemment dans les demandes des clients dans le B2B? Bonjour à tous et merci Laurent de l'invitation. Tu me disais juste avant le call là, que tu te remets de 10 jours de Covid, donc merci de faire ça et ça se voit pas du tout. Donc, et bravo pour lancer ce nouveau label. Là, je pense qu'il y a besoin de nouveaux outils pour faire progresser la RSE et le moment est vraiment, vraiment opportun. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis je dirais depuis 18 mois, voilà, on a vu une vraie accélération sur la prise en compte des dimensions RSE dans les relations B2B. Voilà, EcoVadis, on existe depuis 15 ans. Et je pense qu'on a vu plus de changements depuis 18 mois qu'on a vu dans les 10 premières années. Donc, une vraie accélération poussée par un certain nombre de choses. La première, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Voilà, les entreprises ont compris que le risque fournisseur ou que la résilience des fournisseurs, c'était pas juste un sujet théorique et technique, c'était ce qui faisait la différence entre pouvoir continuer à fonctionner, voilà, ou devoir s'interrompre de fonctionner. Les entreprises qui avaient des fournisseurs qui n'étaient pas capables d'opérer parce qu'ils n'avaient pas des équipements de sécurité, par exemple, pour leurs équipes, voilà, tout simplement, ils s'arrêtaient de produire et c'était très significatif pour les entreprises. On a vu aussi une vraie accélération dans certains pays. Voilà, la RSE, ça a beaucoup commencé en Europe quand même, en France en particulier. Voilà, ça devient mondial maintenant. Le plus grand marché de croissance pour la France, ou les deux plus grands marchés de croissance pour EcoVadis, c'est les États-Unis et la Chine. Voilà, c'est là où il y a le plus de demandes d'évaluation RSE, les donneurs d'ordre aux États-Unis, les entreprises évaluées en Chine. Voilà, donc c'est une démarche qui devient vraiment mondiale. Et puis, c'est poussé par des réglementations. Donc, en Europe, il y en a pas mal qui arrivent. En France, on a le devoir de vigilance qui, en fait, rend les entreprises responsables sur les pratiques de leurs fournisseurs. Ça va devenir cette année une réglementation européenne. Voilà, donc, toutes les entreprises européennes ou toutes les entreprises qui font du business en Europe, au-delà d'une certaine taille, vont devoir rendre compte sur les pratiques RSE de leurs fournisseurs, quoi. Et puis, peut-être dernier levier, on parlera des investisseurs tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'investissement responsable et les investisseurs notamment ont réalisé que 80% des impacts environnementaux et même des impacts sociaux, voilà, ont lieu dans la supply chain. Si on veut adresser le problème de carbone, voilà, qui est le problème numéro 1 de notre génération, c'est pas avec les entreprises du CAC 40, voilà, parce que 80% des émissions sont liées aux fournisseurs des entreprises du CAC 40 ou aux supply chain des entreprises du CAC 40. Voilà. Donc beaucoup de changements depuis 18 mois et une vraie accélération, voilà, de toutes ces demandes d'évaluation RSE clients-fournisseurs. Combien de fournisseurs tu évalues et accrédites avec EcoVadis? Donc, EcoVadis, juste quelques chiffres, on est 850 personnes aujourd'hui. On a 50 000 clients qui sont les entreprises qu'on évalue. Donc, on évalue en gros 50 000 entreprises. Voilà. Et le métrique qui est le plus important pour nous, c'est on mesure l'impact qu'on a au travers du montant des dépenses qu'on influence. Notre théorie du changement, c'est que on doit arriver à mobiliser et à déplacer, voilà, des centaines de millions, voire des milliards de dollars ou d'euros vers des fournisseurs plus vertueux. Aujourd'hui, les clients EcoVadis, les donneurs d'ordre, ils représentent un volume d'achat annuel de 3 000 milliards d'euros. On estime qu'on influence à peu près la moitié. Voilà, ça fait quand même 1 500 milliards d'euros. C'est le PNB plus que le PNB de beaucoup de pays. Et donc, ça veut dire que la RSE, c'est aussi une opportunité de business, voilà, pour les fournisseurs. On travaille avec Schneider Electric, par exemple, qui a annoncé il y a quelques semaines qui demandait à leurs 1000 plus grands fournisseurs de réduire leurs émissions de CO2, de diviser leurs émissions de CO2 par 2 d'ici 5 ans. Voilà, ça veut dire que les fournisseurs qui sont capables de faire ça, voilà, vont gagner des parts de marché et vont pouvoir développer leur business avec Schneider Electric par rapport à ceux qui ne sont pas capables de suivre le. Ouais, donc c'est quand même une énorme contrainte qui au départ vient des grands groupes. Je me trompe en disant ça. Est-ce que les fournisseurs le prennent bien? C'est vraiment vécu comme une contrainte ou il y a une opportunité pour toutes ces petites PME qui du coup sont soumises à ces nouvelles prérogatives de leurs clients grands groupes? Alors, ça peut être
une opportunité ou une contrainte. Enfin, en fait, je pense que c'est une contrainte et une opportunité. Pour être un peu technique, voilà, il y a deux façons dont les grands groupes utilisent ces évaluations RSE ou ces critères RSE. Voilà, c'est soit un critère de qualification, voilà, en disant voilà, il faut au minimum faire ça pour pouvoir faire du business avec Unilever, avec Auchan, avec un grand groupe, ou ça peut être un critère d'évaluation, c'est-à-dire que dans les appels d'offres, on va dire la dimension RSE, elle va être pondérée à hauteur de 10%, au même titre que le prix ou la qualité. Voilà. Nos clients, ils font soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Voilà. Quand c'est un critère de qualification, voilà, ben on peut dire ben c'est une barrière de plus, c'est un niveau d'exigence de plus pour pouvoir se qualifier pour travailler avec un grand groupe. Et on sait que c'est compliqué de travailler avec des grands groupes. On doit le faire tous les deux, tous les jours. Voilà. Par contre, quand c'est un critère d'évaluation, et ça l'est de plus en plus, voilà, ça veut dire que quand la RSE ou la note EcoVadis ou peut-être la note Choose My Company demain, voilà, elle compte pour 10% dans l'attribution du marché. Voilà, ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, le fournisseur qui a une note de 75, voilà, il va avoir des chances supplémentaires de gagner le marché par rapport à ses concurrents, même des concurrents qui peuvent être mieux disants sur le prix. Et tu peux donner quelques exemples de critères et nous dire combien il y a de critères pour passer la certification EcoVadis? Donc, la certification EcoVadis, c'est 21 critères dans 4 grands thèmes. C'est assez aligné avec ce que tu as présenté, les différents thèmes que tu couvres, hein, l'environnement, le social, l'éthique des affaires. On a une spécificité, c'est qu'on met un focus important sur la supply chain, c'est-à-dire ce que font les entreprises avec leurs propres fournisseurs. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on parlait Schneider Electric par exemple, voilà, Schneider Electric va chercher à savoir ce que fait ses fournisseurs, mais aussi ce que fait les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. Voilà, donc parmi nos 21 critères, il y en a 3 qui sont liés à l'évaluation des pratiques achats responsables de l'entreprise. Et voilà, et c'est une grille qui est contextualisée aussi à la taille de l'entreprise, parce que la PME de 25 personnes qui fait de la plasturgie, voilà, on va pas lui demander la même chose que la multinationale de 10 000 personnes qui fait des services informatiques. Et est-ce qu'on peut imaginer, Pierre-François, qu'un jour des fournisseurs choisissent aussi leurs clients en fonction d'une performance RSE? On peut imaginer cette symétrie ou on en est très loin? Alors, c'est l'autre type d'évaluation d'évolution qu'on est en train de voir. EcoVadis, on a démarré comme une plateforme de notation mondiale des fournisseurs sur la RSE. Voilà, c'est toujours 90% de notre activité. On travaille à la demande des grands groupes pour leur permettre d'évaluer tous leurs fournisseurs. Et on en a encore beaucoup à couvrir parce qu'on estime qu'il y a 5 millions d'entreprises qui sont fournisseurs des grandes multinationales. Voilà, mais de plus en plus, on a des cas d'utilisation qui sont autres. Voilà, par exemple, on travaille depuis cette année avec Microsoft qui utilise EcoVadis pour évaluer leurs partenaires commerciaux. Voilà, c'est tous des revendeurs, les Microsoft Gold Partners, voilà, qui pour Microsoft doivent maintenant être aussi Gold sur la sustainability. On a des banques qui utilisent EcoVadis pour indexer le taux d'intérêt des prêts ou des crédits qu'ils font à des fournisseurs. Voilà, on vient de lancer un projet avec BNP et EDF, où en fait EDF permet à ses fournisseurs d'accéder à des conditions de financement de leurs factures plus intéressants au travers de financements offerts par BNP, qui sont pour les PME indexés sur la RSE. Donc les PME vertueuses en matière de RSE, voilà, vont pouvoir se faire payer plus rapidement ou bénéficier d'un taux de financement de leurs factures plus intéressant. Donc je pense qu'effectivement demain, voilà, dans toutes les relations commerciales B2B, que ce soit avec des partenaires, des fournisseurs, des distributeurs, la dimension RSE, voilà, sera prise en compte au même titre qu'on prend aujourd'hui la dimension économique, innovation ou qualité. Pardon. J'ai une question, comme je sais que tu pourras peut-être pas être avec nous jusqu'à la fin, je voulais quand même te poser une question qui arrive dans le flux. La crise du Covid, on en a un petit peu parlé juste avant, mais ça a profondément accéléré les choses, ça a mis un petit coup d'arrêt dans les efforts entrepris par les entreprises en termes d'impact RSE.
Comment tu as vécu ces 18 derniers mois de crise sanitaire? En mars, tout s'est arrêté, bien sûr, comme pour tout le monde. Voilà, on était un peu inquiets parce qu'on est une entreprise en croissance rapide. Et puis, on a connu la crise. Nous, on a démarré Ecovadis en 2008, au moment de la première crise, enfin, la dernière crise économique, là. Et là, effectivement, en 2008-2009, on parlait de RSE à nos clients ou à nos prospects, parce qu'on n'avait pas beaucoup de clients à l'époque, et ça intéressait plus personne. Et pendant 2 ans, ça n'a plus intéressé plus personne parce que tout le monde nous a dit, voilà, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la performance financière, le risque de défaut fournisseur. Et on avait un peu peur, enfin, j'avais un peu peur que ce soit la même chose qui se passe l'année dernière. Et on a vu le contraire. On a vu une accélération assez étonnante. Voilà, en partie parce que les entreprises ont réalisé que comment dire, tous les fonds d'investissement, tous les indicateurs financiers ou les index financiers, voilà, qui étaient investis sur de l'ESG ou des entreprises RSE, ils ont performé beaucoup mieux en 2020 que les autres. Et donc, tous ceux qui pensaient que la RSE, c'était un luxe, voilà, pour les entreprises riches dans les périodes positive, voilà, c'était aussi une stratégie qui était gagnante dans les périodes de risque ou dans les périodes difficiles. Et on a vu, on travaille avec des grands groupes, voilà, très impactés par la crise, type Accor, Sodexo, Air France. Ils ont décidé de maintenir les programmes qu'ils avaient avec nous, voilà, parce qu'ils ont dit, on pense que quand ça va redémarrer, voilà, ça va être la sustainability va être prise en compte beaucoup plus qu'avant. Et puis on a vu plein de nouveaux clients nous rejoindre depuis un an, voilà, et spécialement dans des pays où c'était moins actif. Je parlais des États-Unis. Voilà, aux États-Unis, il y a un vrai changement, même avant l'arrivée de Biden. Voilà, il y a un vrai tipping point, et on pense que c'est une opportunité pour les entreprises françaises aussi, parce que plus il y a de grands groupes internationaux, voilà, qui disent on prend en compte cette dimension RSE dans la sélection de nos partenaires commerciaux, plus c'est une opportunité pour les pays qui sont plutôt mieux-disants, plus avancés. On fait une étude tous les ans avec le gouvernement, avec le ministère des Finances, là, sur la compétitivité ou la performance RSE des PME françaises, et on voit que les PME françaises sont parmi les meilleures dans le monde, voilà, sur les thématiques RSE. Donc, quand voilà, les multinationales américaines disent maintenant dans l'attribution des marchés, la RSE va compter pour 10%. Ben, quelque part, c'est redonner de la compétitivité hors prix aux PME françaises. Voilà, c'est ce qui fait que le gouvernement aussi s'intéresse de plus en plus à ces sujets actuellement. Et donc, c'est très vertueux. Pour donner toutefois un bémol, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est pas comme si tous les problèmes étaient résolus, loin de là. Voilà, l'accélération des enjeux climatiques, notamment, font que c'est pas suffisant de faire 40% ou 50% de plus sur l'intégration RSE tous les ans, quoi. Il va falloir faire beaucoup plus de ça, plus que ça, notamment sur le carbone. Donc, je pense que les années qui viennent vont quand même être très, très challenging pour réussir à adresser ce challenge-là. Mais voilà, mais ça a progressé et les changements ont été très positifs depuis un an. Bon, bah merci mille fois Pierre-François pour ton témoignage. Merci aussi du coup pour tout ce que tu fais avancer sur ce sujet de la RSE dans les relations commerciales et l'impact du coup que tu as sur ce sujet. Merci mille fois. Je ne sais pas si tu pourras rester jusqu'à 10h avec nous et répondre à des questions, mais en tout cas, je sais que tu as une journée chargée. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Ok. Je reste, en tout cas pour toutes les questions que vous voulez m'envoyer directement. Voilà, on te fera parvenir si tu bravo pour le lancement du nouveau label Choose My Company. Ah bah on est content, on a presque une centaine d'entreprises en quelques mois qui participent à l'enquête. La méthode est tellement simple que du coup, évidemment, ça simplifie les process. Mais on sent un engouement effectivement très fort sur ce sujet et la complémentarité évidemment avec les audits qui sont menés par Ecovadis, même si on est minuscule par rapport à tout ce que tu as créé. Merci beaucoup Pierre-François, merci mille fois. Je vais accueillir Mathieu Cornetti. Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Salut, ça va? Bonjour à tous, très bien.
Alors Mathieu, je t'ai présenté comme un pionnier de l'Impact Investing. Quand personne n'y croyait, il y a 15 ans, tu as monté Impact Partners. Donc Impact Partners, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement pour ceux qui sont pas dans l'impact investing. Si tu as l'autorité des marchés financiers qui vient écouter ce super webinaire, je dirais que c'est une société de gestion de portefeuille qui gère des fonds d'investissement. Mais comme on est entre nous, on parlera de fonds d'investissement. Donc effectivement, fonds d'investissement, on gère environ 350 millions d'euros. Et on a commencé tout petit avec 5 millions d'euros suite aux émeutes urbaines de 2005, qui ont été un électrochoc pour notre société. Et voilà, donc ça fait maintenant 15 ans qu'on cherche en fait à investir pour une performance financière et une performance sociale. Voilà, et à une époque, comme tu le disais, Laurent, où finalement les gens pensaient même que c'était antinomique, contradictoire, que ça s'opposait. Et je pense que Pierre-François l'a bien montré avec EcoVadis, quand 80% de ses impacts sont dans son écosystème, on peut avoir un levier dessus. Quand tu l'as bien montré avec Choose My Company, quand tu améliores la relation au travail pour tous, et je pense qu'avec Camille et Agathe, on rappellera que les stagiaires font partie de ce tout dans l'entreprise, eh bien, on améliore aussi la performance financière. Et alors, tu es le grand méchant de la finance qui est passé du côté gentil parce que tu fais de la RSE. C'est quoi? C'était un projet philanthropique au départ ou ça rapporte de l'argent? Comment justement tu arrives à concilier une performance financière et un impact positif sur la société? C'est d'abord en s'intéressant à certaines entreprises, pas toutes les entreprises. Voilà, tu prends Choose My Company, tu lances ce nouvel index, tu sais que tu auras un impact remarquable sur la relation au travail dans l'entreprise. Voilà. EcoVadis, c'est un impact absolument incroyable au niveau mondial et voilà, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent être dans notre scope d'investissement. Ceci dit en passant, je vais être un petit peu je vais gratter un petit peu, c'est que l'impact investing ou l'investissement à impact, ça s'appuie sur 3 enjeux. Le premier, c'est l'intentionnalité. Le deuxième, c'est l'additionnalité. Et le troisième, c'est la mesure. Alors, quand on investit, en tant qu'investisseur à impact, on va chercher de manière systématique une performance financière et une performance sociale. Là où, si on respecte une politique ESG, quand on investit, on cherchera à être responsable. C'est-à-dire qu'on va peut-être exclure certaines activités en amont de la décision d'investissement. On va certainement accompagner du mieux possible les entreprises, mais au moment d'investir, si on fait l'ESG, on cherche une performance financière. Nous, en tant que fonds à impact, notre enjeu, c'est cette double performance. Le deuxième point, la deuxième clivant, c'est finalement l'accompagnement de l'additionnalité. Tu as évoqué les particuliers qui peuvent investir en bourse. Très difficile d'influencer une entreprise du CAC 40, là où un acteur du private equity, il a une relation directe avec le management et il va pouvoir aligner les planètes. Et le troisième enjeu, c'est la mesure, mesurer, rapporter aux investisseurs. Et donc, quand on a toute cette mécanique qui se met en place, on arrive effectivement à faire une finance autrement. Il y a quelques années, la frontière, c'était l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, c'est l'investissement social. Et il y a du bullshit dans tout ça, il y a du greenwashing, il y a du marketing dans l'investissement. Tout est magnifique ou comment tu évalues le système là où on en est? Je ne sais pas si j'ai envie de répondre à cette question parce que elle est évidemment. Et je dirais que en fait, ce qui est bien dans l'impact investing, c'est qu'on peut avoir des stratégies d'investissement tranchées. Voilà. Quand on est dans le mou du… Il y a des stratégies qui sont très molles, qui sont, bon, tiens, je vais mettre… je vais balancer, mais tu as évoqué le CAC 40 ESG. OK, tu enlèves 3 entreprises, tu en mets 3 nouvelles. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose de changé? Non. Voilà. C'est limité. Après, c'est certainement ce que demandent certains, et c'est certainement la limite de ce que peuvent faire certains gérants. Nous, en ce qui nous concerne, on va être beaucoup plus
beaucoup plus engagés. On a un fonds, par exemple, dédié à la création d'entreprises dans les quartiers populaires. Voilà. Pour rappel, dans les quartiers, il y a jusqu'à 50% de taux de chômage chez les jeunes hommes. On a un problème social qui est colossal. C'est 8% de la population française qui est concentrée avec des critères de pauvreté. Bon, l'enjeu, c'est l'emploi. On a lancé une activité donc, de financement de commerce dans ces quartiers par la franchise. Et donc, on finance des Burger King. Voilà. Bon, moi, j'ai eu un souscripteur qui un jour m'a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas financer des magasins bio? Ouais, on parle des quartiers populaires. Est-ce que vous allez souvent dans un quartier populaire? Est-ce que vous avez compris quel était l'enjeu finalement de banaliser ce quartier? Et puis quand on rappelle qu'un fast-food de cette taille, c'est 50 emplois pour des jeunes et que ça peut changer l'attractivité d'un territoire, on comprend qu'on est dans un fond beaucoup plus engagé qu'un tracker sur le CAC, quoi. Tu peux nous donner… Juste un petit complément là, avant de devoir vous quitter malheureusement. Non, sur le greenwashing ou le bullshit dans l'impact investing, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais je pense que le bon test, enfin, il y a deux tests. Il va y avoir des standards et des normes, et je pense qu'un des tests importants, c'est les entreprises qui font ça depuis 10 ou 15 ans, voilà, comme Impact, c'est des entreprises qui sont des fonds qui sont convaincus qu'ils le faisaient avant que ce soit vraiment porteur et au moment où c'était difficile de lever des fonds sur ce sujet-là. Voilà, tous les nouveaux entrants, aujourd'hui, toutes les banques, tous les fonds d'investissement rajoutent la couche green. Ceux qui font ça depuis 6 mois, depuis 1 an, on peut se poser des questions effectivement à la fois sur l'expertise et puis sur la conviction, quoi. Donc il y a une telle accélération. Il y a eu 1 trillion de dollars, je crois, investis dans des fonds ESG, index ESG depuis 1 an. Voilà, là-dedans il y a le tri à faire. Il y a des normes qui arrivent. Là, l'Europe est en train de mettre en place, ça s'appelle la taxonomie européenne. C'est un nom un peu barbare, mais ça va être un système de mesure, voilà, du degré d'investissement. C'est pas parfait, c'est critiqué parce que c'est pas forcément de l'impact. Enfin bon, on va pas rentrer dans le débat technique, mais il y a certainement pas mal de greenwashing, voilà, dans toute la finance responsable. Mais je pense que Impact fait partie plutôt des bons. Merci Pierre. Merci Pierre-François. Mais avant que tu parles, parce que tu t'étais fait discret, mais j'aimerais moi réagir à ce que tu avais dit avant. Donc, tu as évoqué Schneider Electric. Là aussi, on n'est pas dans le washing, effectivement, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire qu'il y a un classement sur les entreprises du CAC 40 les plus responsables qui a été réalisé avec sérieux par le Forum pour l'investissement responsable, et le FIR sort en premier Schneider Electric. Voilà. On a quand même des entreprises qui font plus d'efforts que d'autres, il faut aussi savoir les saluer. Et il y a un point qui est important, c'est de rappeler Laurent avait évoqué l'enjeu sur la société, l'enjeu sur l'environnement. Ces enjeux-là sont liés. Voilà. On ne peut pas adresser le problème du changement climatique sans adresser l'enjeu du social. Et même si, je suis complètement aligné avec Pierre-François sur le fait qu'il y a un gros enjeu, le problème c'est le CO2, très bien. Mais en vrai, le changement climatique, on va l'avoir. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura un impact dans 20 ans. Donc, dans les 20 prochaines années, il va falloir affronter le changement climatique et on ne le fera que si on a une cohésion sociale significative. On est dans des démocraties en Europe, je reste juste au niveau européen, ça va être le bordel. Et donc, on a tous un gros enjeu à faire pour intégrer tout le monde, pas que dans l'entreprise évidemment, mais quand on parle de l'entreprise, faisons ce qu'on peut faire. C'est effectivement, c'est ce que tu pousses, Laurent, améliorer la relation au travail pour tous. Voilà. Parce que finalement, c'est ça qui nous permettra aussi de faire face à ce changement climatique. Le Covid a modifié quelque chose dans ton activité, dans tes types d'investissement? Ça a mis un coup d'arrêt? Même question qu'à Pierre-François. Comment tu vis ces 18 derniers mois par rapport à tes convictions? Alors, je pense que la réponse est assez compliquée. Ça a très durement frappé quelques entreprises, quelques secteurs d'activité. Pierre-François a évoqué des grands groupes, l'hôtellerie, la restauration, évidemment. Je vous dirais que dans les
Dans les plus petits, je vous ai parlé de commerce franchisé, il y a des commerces qui crèvent, quoi. Hein. Il y a des commerçants sans diplôme qui ont tout fait, qui approchaient de la retraite et qui ont tout perdu. Hein. Pendant que d'autres font tout en télétravail sans problème. Hein. Donc, on a quelques entrepreneurs qui souffrent terriblement, quelques entreprises, quelques salariés, on a quelques secteurs d'activité qui sont dans des situations catastrophiques. Et de manière injuste, parce que quelles qu'étaient ces bonnes pratiques RSE, finalement, quand c'est fermé, quoi. De l'autre côté, je pense que l'univers de la finance est en lévitation et qu'on n'a pas encore la crise. Voilà. Il y a une injection de capital qui est colossale, qu'on n'a jamais vue. Enfin, je pense que dans le private equity, en bourse, enfin, c'est une dette publique qui gonfle. Et pour l'instant, on n'a pas la crise, quoi. Voilà. Et à un moment, c'est sûr que ça gonfle. Donc, à un moment, il y aura des problèmes à résoudre. Ouais. Tu peux nous donner un ou deux exemples de participation à impact social qu'Impact Partners est fier d'avoir? Tu as parlé des Burger King. Voilà. Ouais, c'est pour gratter, c'est pas les. C'est pas le Burger King en tant que tel. Hein. Non, voilà, je parlerai d'un restaurant à Trappes qui a créé 50 emplois. Voilà, ça c'est. Ouais. Et on peut parler de plein d'autres franchisés, commerçants qui se lèvent tous les matins et qui ont créé. On a aujourd'hui accompagné l'ouverture d'une centaine, enfin plus d'une centaine de commerces de proximité. Voilà. Donc ça, c'est plus de 1000 emplois localisés avec une normalisation, je dirais, du paysage commercial de ces quartiers. Après, on a. Je pense à deux entreprises qui ont magnifiquement réussi. Je pense à Recycle Matelas Europe qui recycle des matelas. Vous avez 5 millions de matelas chaque année qui sont mis à l'enfouissement. On se penche sur le sujet en 2012. Des entrepreneurs qui ont une petite usine capable de démanteler tous les matelas et valoriser 92% des matières premières, puisque jusqu'alors, ces matelas étaient mis à l'enfouissement, considérés comme des déchets ultimes. Et on a accompagné l'ouverture de 5 nouvelles usines et la création d'une centaine d'emplois pour des personnes en insertion. Je peux aussi penser à OxyLife, qui fait du service à la personne, des soins du quotidien pour des clients bénéficiaires handicapés, sclérose en plaques, autisme, qui est passé, Franck a créé plus d'1 millier d'emplois. Et je dirais que c'est un service absolument remarquable pour les bénéficiaires. Donc voilà, et en fait, on a aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs qui ont un impact remarquable dans la capacité à réduire des inégalités pour qu'ils acquièrent un leadership européen. Et ça, c'est notre enjeu parce que si on trouve une bonne solution finalement au Danemark, celle-ci peut très bien être implémentée en France, en Espagne. Il faut arrêter de voir l'Europe comme une addition de pays extrêmement différents. Enfin, honnêtement, sur les enjeux sociaux, on est très proche. Voilà, je ne vais pas donner un chiffre, mais on a en Europe une même sensibilité au social. Je pense d'ailleurs que Pierre-François, je pense que Pierre-François sera mieux placé que moi pour parler de la Chine, par exemple, mais les Français, les Allemands sont bien plus proches. On adore mettre en avant nos différences, mais on est très proches comparé à un pays comme la Chine où la culture est très différente. Je ne sais pas si Pierre-François l'approche sur le social dans le monde entier, si tu vois une identité européenne sur ces sujets. Ou environnemental. Environnemental, c'est ami tout le monde, dans le monde entier, tout le monde sait ce que c'est qu'un ciel sans nuages. Tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Par contre, une capacité à dire, OK, je ne peux pas permettre que des gens meurent de faim dans ma rue. On ne mesure pas les identités culturelles, mais sur les pratiques sociales, santé, sécurité, droits de l'homme, effectivement, il y a une différence sensible sur les notes par pays. On a un index qu'on publie tous les ans. Il y a le EcoVadis Index Report. Là, vous pouvez downloader, télécharger sur notre site. Voilà, c'est toutes les statistiques sur l'évolution des notes par secteur d'activité, par catégorie d'achat, par pays. Et effectivement, il y a des différences significatives. C'est là où j'évoquais que la France est en avance et parmi les premiers, à l'exception de quelques pays nordiques, voilà, qui sont mieux disant encore sur ces sujets RSE.
Je vais devoir vous quitter malheureusement parce que j'ai une autre réunion qui commence. Voilà, merci encore pour l'invitation. Merci mille fois, Pierre-François, pour répondre à d'autres questions s'il y en avait par email après la réunion. Merci d'avoir été là. Merci Pierre-François. Au revoir Mathieu, au revoir Agathe. Mathieu, je vois des questions pour toi, mais je te les poserai à la fin parce qu'on va accueillir Camille et Agathe. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Donc Camille et Agathe, elles ont fondé Balance ton stage. Donc il y a toutes. Vous aussi, vous faites partie des potentiels grands méchants qui font peur aux entreprises en dénonçant des pratiques et vous faites trembler pas mal de monde. Même si peut-être vous en direz un mot, vous ne fonctionnez pas tout à fait de la même manière que d'autres comptes Insta Balance qui sont plus dans la dénonciation et le naming. J'avais une première question. Vous pourrez représenter un petit peu votre démarche, même si je l'ai présenté tout à l'heure si vous voulez. Mais ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi ce mode d'action? Qu'est-ce que vous avez envie de promouvoir, de combattre? Voilà, nous aussi, on a envie de faire améliorer la relation au travail. On s'y est pris d'une autre façon à Choose My Company. Vous vous y prenez d'une autre manière, vous, dans vos actions. Voilà. Qu'est-ce qui vous a mené à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Alors effectivement, nous, dès le départ, on a décidé d'utiliser la dénonciation, mais toujours dans un objectif plus large en fait, de sensibilisation. C'est vraiment sur la sensibilisation qu'on s'est positionné, parce que tout a commencé avec notre manuel de sensibilisation, donc le petit manuel du sexisme en entreprise et comment le combattre. Et vraiment, cette dénonciation, en fait, elle permettait d'attirer l'attention sur ce phénomène, sur ce problème, mais vraiment en s'inscrivant dans une démarche qu'on pourrait qualifier de pédagogique, de constructive. Donc oui, c'est cette dénonciation à travers, comme on peut le voir sur notre compte Instagram, des citations assez chocs, assez percutantes, qui sont issues de témoignages d'étudiants qui ont été victimes ou témoins de sexisme durant leur stage, leur alternance, mais qui permet en fait, il y a vraiment deux raisons à ça, c'est d'attirer l'attention, d'éveiller les consciences. C'était permettre aux étudiants et en fait à toutes les personnes de se rendre compte que c'est encore un problème et que ça concerne aussi les étudiants. Jusqu'à maintenant, le sexisme était très peu abordé depuis le point de vue des stagiaires, des alternants, donc c'était montrer que ça existait et que les stagiaires étaient d'ailleurs une proie assez facile et qui pouvaient en être victimes et des fois sous des manières, sous des formes très plus ou moins graves, assez violentes. Donc c'est aussi ça qu'on voulait montrer, ce qui a permis à terme en fait de libérer la parole. Il y a eu tout un mouvement de libération de la parole qui a suivi la création de notre compte Instagram et de l'écoute aussi. Ça c'est important de le noter. Et puis aussi cette dénonciation en fait, elle permet vraiment de s'inscrire dans une démarche pédagogique parce que ça permet aux étudiants de s'identifier plus facilement. Donc de aussi comprendre eux ce qu'ils ont pu vivre ou subir ou ce qu'ils pourront malheureusement vivre durant leur prochain stage ou même dans leur expérience professionnelle plus globalement. Et ce qui leur permet aussi de comprendre, en fait, je dirais, les subtilités du sexisme. Parce que le sexisme, il peut se manifester de manière très différente, parfois assez dissimulée. C'est des formes qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc, ça permet aux étudiants, à travers ces citations, de comprendre, en fait, toutes les subtilités de ces mécanismes et de s'y retrouver un peu parmi toutes les définitions légales. Parce que c'est vrai que parfois... les termes d'outrage sexiste, d'agissement sexiste, d'harcèlement moral, sexuel, c'est pas toujours évident à comprendre, surtout quand on rentre à peine dans le marché du travail, quand c'est nos premières expériences. Et donc vraiment, ces citations-là, ces témoignages, les diffuser, les communiquer autour de ça permet de s'y retrouver un petit peu, ça va droit au but et ça permet de comprendre en fait de quoi il s'agit et aussi de leur donner des clés pour réagir. Mais comme tu disais, Laurent, on n'est pas dans le name and shame. Agathe, que si tu veux compléter sur ça, sur le fait de ne pas être dans la diffamation. C'est un point, le travailler comme ça sur le sexisme, sur le comportemental. Donc c'est un point nous très important qu'on traite aussi dans nos référentiels Appiatoire ou Impact Index. Et tout l'intérêt aussi de joindre nos forces avec nos méthodes différentes. Mais vous diriez que ces comportements, c'est un sexisme, c'est un point de départ au déséquilibre ou justement au rééquilibrage de la parité homme-femme. C'est déséquilibre en termes de parité, d'évolution de carrière, de salaire.
ça commence par des comportements sexistes ou c'est une conséquence de ce déséquilibre en termes de parité, les comportements sexistes? C'est un peu les deux. Je pense que le contexte d'entreprise qui n'est pas paritaire, où il y a des inégalités d'accès à certains postes, va favoriser certains comportements et certains clichés, c'est-à-dire qu'on va intérioriser le fait que s'il y a moins de femmes qui sont à des postes à haute responsabilité, c'est bien qu'elles sont moins compétentes, etc. Donc ça va forcément être le terreau à ces comportements sexistes qui vont commencer par des outrages sexistes. Donc c'est ce qu'on qualifie, ça peut être des remarques, ça peut être des blagues, mais qui peuvent aller aussi beaucoup plus loin et qui peuvent être aussi donc justifiées par ce contexte-là. Et après, les clichés sexistes de manière générale qui sont présents dans notre société, donc à tous les niveaux et dans tous les milieux, vont aussi favoriser le fait qu'on ait dans les entreprises des perspectives de carrière qui ne soient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Donc en fait, c'est un peu les deux. Je dirais que les deux fonctionnent en système, quoi. Et simplement pour revenir sur ce que disait Camille tout à l'heure sur justement notre démarche, qui est une démarche pédagogique. On est dans la dénonciation, mais comme elle l'a dit, on n'est pas dans le name and shame. Donc en fait, ce choix aussi de ne pas être dans le name and shame, c'était parce qu'on voulait créer ce qu'on appelle une bulle de confiance aussi pour les jeunes qui s'expriment. Voilà, les stagiaires, ils ont un statut qui est assez particulier et leur statut fait que parfois ils sont pas forcément très à l'aise pour parler de ce qui leur est arrivé. Et souvent, en fait, c'était la condition que le témoignage soit anonyme aussi pour que l'étudiant accepte d'exprimer ce qui lui était arrivé et comment il l'avait ressenti. Donc voilà, on n'est pas dans la diffamation, donc on nomme pas l'entreprise ni l'agresseur parce qu'on veut être dans une démarche de pédagogie de sensibilisation, mais aussi parce que justement c'était une condition pour les étudiants qu'on interrogeait. Et vous intervenez beaucoup donc directement dans les écoles ou dans les entreprises. Comment, alors surtout les employeurs accueillent votre démarche? Vous les faites trembler un peu au départ, puis après vous les rassurez. Comment ils vous accueillent quand vous allez derrière proposer vos formations, vos sensibilisations aux étudiants ou aux tuteurs? Je crois aussi vous adresser aux jeunes managers de ces jeunes populations. Comment ils vous accueillent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qui revient souvent dans les demandes dans les ressentis des employeurs? C'est vrai que les entreprises, c'est pas les premières personnes qui nous ont contactés quand on a lancé le compte Instagram. Nous, notre volonté au départ, c'était vraiment de travailler avec les étudiants et les écoles. Donc, on a vraiment commencé par travailler avec les écoles. Et puis, on s'est dit qu'effectivement, travailler avec les entreprises à la source du problème, c'était aussi important parce que ça pouvait aussi être la source de solutions. Et notre volonté, c'était vraiment de trouver ces solutions avec eux et de les aider à mettre en place des plans d'action en fait pour protéger leurs stagiaires. Et cette volonté, en fait, elle a été rendue possible, je pense, grâce à notre intégration au sein de l'initiative Stop. Donc, l'initiative Stop, elle a été co-créée par L'Oréal, EY et Accor. Donc, déjà 3 gros noms qui nous ont permis d'acquérir une certaine légitimité aux yeux des entreprises, qui nous ont donc intégrés à cette initiative dont l'objectif principal, en fait, c'est de lutter contre le sexisme ordinaire, donc qui regroupe plus d'une centaine de grosses entreprises autour d'un acte d'engagement. Et nous, quand on a intégré cette initiative, ça a été l'occasion d'afficher notre volonté, en fait, devant toutes ces entreprises, de travailler avec elles, de leur montrer qu'on n'était pas leurs ennemis, mais qu'au contraire, on pouvait travailler avec eux, mais concrètement, dans les faits, et qu'on pouvait trouver des solutions ensemble, que ce soit sur de la sensibilisation, de la formation, de la communication. Et en fait, tout ça, ça a été très, très bien accueilli. On a eu un très, très bon accueil. On a en fait très vite été contactés suite à ça par les entreprises qui voulaient travailler avec nous, qui voulaient échanger, voir comment on pouvait en fait faire changer les choses. Ce qui passe d'ailleurs par plein de moyens différents. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une dizaine d'entreprises en faisant des ateliers de sensibilisation, donc aux stagiaires, mais aussi aux tuteurs de stage, aux ressources humaines, aux référents sexisme, des ateliers de formation. On diffuse notre manuel en interne. À terme, on aimerait bien co-rédiger des chartes, des lettres d'engagement, pouvoir mettre en place des enquêtes internes auprès des stagiaires. Et donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites pour vraiment protéger les stagiaires et s'engager contre le sexisme ordinaire, mais pas que. Et on a été assez bien accueillis. Et aujourd'hui, voilà, les entreprises, je pense elles ont, de toute façon, depuis quelques années, la lutte contre les discriminations en entreprise avance bien. Et je pense que nous, on a répondu à un besoin aussi, puisqu'on s'adresse à une population très ciblée, qui jusque-là était un peu mise de côté. Donc, ouais.
Vous avez l'impression que c'est le sexisme ordinaire, la discrimination, on est face à c'est un problème massif qu'on n'arrive pas encore à bien cerner, on ne se rend pas encore compte de toute l'étendue des problèmes comportementaux. Vous avez l'impression que c'est des problèmes très importants, mais qui ne sont pas majoritaires. Comment vous évaluez l'étendue du sujet? Alors je vais essayer de répondre. Le sexisme ordinaire, justement, enfin, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le terreau à toutes les formes de sexisme considérées comme plus graves qui vont avoir lieu ensuite. En fait, si on banalise les outrages sexistes, donc les sexismes ordinaires, donc les blagues, les remarques, et ben on légitimise en fait toute la suite. Donc l'harcèlement, l'agression, voire le viol. Et en fait, c'est ce sexisme ordinaire qui est le plus intériorisé, qui est le plus diffusé, dont on n'a pas forcément conscience qu'on en soit à l'origine ou qu'on en soit la victime. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a un vrai travail à faire parce que c'est tout un travail d'éducation et c'est des choses qu'on nous inculque dès l'enfance et qui donc à déconstruire peut être parfois long, surtout quand on parle de générations qui ne sont pas des générations, la génération jeune d'aujourd'hui, mais parfois des cadres d'entreprise qui sont plus âgés, qui sont d'une autre génération et qui sont pas forcément mal intentionnés, mais qui vont pas avoir l'habitude qu'on leur dise que certaines choses ne se disent pas, qu'on soit dans le monde du travail ou ailleurs d'ailleurs. Donc c'est tout ce travail de déconstruction qui est assez lourd à faire et qui est assez compliqué parce que justement c'est des comportements très intériorisés et c'est pas pour rien que les grandes boîtes comme justement L'Oréal, Accor, EY ont créé Stop, qui est Stop au sexisme ordinaire. Et donc on va évidemment lutter dans les entreprises contre les formes plus graves de sexisme et on va les sanctionner. Elles sont sanctionnées d'ailleurs plus durement par la loi parce qu'elles ont un impact psychologique et physique parfois dans le monde professionnel encore plus important. Mais s'attaquer à la base de ces comportements-là, c'est la condition pour faire évoluer durablement les choses. Et vous parliez des petites blagues. On peut encore faire des blagues ou c'est fini là? Non, on peut encore faire des blagues. Pas facile de savoir ce qui reste de l'humour et ce qui commence à être. Comment on définit un comportement exemplaire? Est-ce qu'on peut encore rigoler? Ouais. C'est justement des remarques qu'on nous fait souvent. On nous dit souvent, mais alors on peut plus rien dire, on peut plus rire de tout. On peut évidemment continuer de rire en entreprise, on peut évidemment avoir des relations cordiales avec ses collègues, on peut encore s'exprimer, mais il y a un comportement qu'on qualifie d'exemplaire, de respectueux qui doit avoir lieu dans le travail, et c'est un comportement tout simplement qui respecte la dignité d'autrui. Donc en fait, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles, on se demande, est-ce que là, je suis en train de respecter la dignité de la personne que j'ai en face de moi? Et en fait, ça permet directement de ne pas entrer dans aucune forme de discrimination, qu'on soit dans le sexisme, le racisme ou l'homophobie. En fait, en se mettant aussi à la place d'autrui. Donc, par exemple, si on est un homme d'une cinquantaine d'années et qu'on veut faire une blague sur t'es une jeune fille, c'est toi qui vas aller faire le café, on se met à la place de la jeune fille de la vingtaine et on se dit, est-ce que si on me faisait une blague comme ça, je le prendrais bien et est-ce que je trouverais ça respectueux? La réponse souvent c'est non, ça, il n'y a pas besoin d'avoir suivi des formations en particulier pour le savoir. Et à ce moment-là, on n'est pas à l'origine d'une blague qui va juste mettre la personne en face qui est mal à l'aise. Et voilà, ça n'empêche qu'on peut faire une blague à un collègue qu'on connaît bien ou à une collègue qu'on connaît bien et avec qui on sent de le faire. Donc en fait, un comportement exemplaire et respectueux, c'est un comportement aussi où on ne remet pas en question la légitimité de la personne en face à être là, à occuper sa position dans l'entreprise ou en raison d'une caractéristique qui ne sera pas justifiée, qui va être son sexe, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle. Et donc, généralement, quand on est sur la limite, quand on va trop loin, on s'en rend plutôt compte. Il faut faire appel à ce qu'on appelle souvent l'intelligence émotionnelle pour ne pas aller sur ces terrains-là. C'est qu'on se dit, si cette blague, potentiellement, elle peut ne pas passer, on ne prend pas le risque et on s'abstient. Donc, en fait, et surtout, le monde professionnel appelle à ne pas franchir ces limites-là et à rester dans une démarche toujours de respect d'autrui, qu'on ait des affinités avec lui ou elle ou pas. Il y a David qui demande, vous faites des diagnostics au-delà des actions de formation, de sensibilisation? Comment ça se passe dans l'entreprise? C'est quoi mon état des lieux en termes de comportement? Vous faites ce type de prestation? Camille, tu veux encore? Vas-y, je compléterai. Ok. Alors, on ne fait pas encore de diagnostic au sens enquête dans les entreprises.
on avait fait un diagnostic dans notre école justement avant de rédiger notre manuel de sensibilisation. On avait donc cherché à mesurer ces comportements-là, comment ils se manifestaient, quels étaient les mécanismes à l'œuvre, quel était le nombre d'étudiants, victimes, témoins. Et là, pour l'instant, au niveau des entreprises, on est en train de mettre en place surtout des formations, des ateliers de sensibilisation. Mais à terme, le but, c'est justement de faire des enquêtes au préalable et à la fin, au préalable pour connaître les chiffres et pour que l'entreprise puisse s'approprier ces chiffres-là et faire un état des lieux simplement du sexisme, plus particulièrement celui qui touche les stagiaires. Et à terme, après les formations aussi, mesurer l'impact et savoir voilà, si ça marche, non, si on voit un recul de ces comportements-là. Mais ça, évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours et il y a besoin de quand même plusieurs actions, qu'elles soient pérennes pour aussi vraiment voir si ça a fonctionné. Et je regarde le temps, il nous reste 5 minutes et j'ai pas mal de questions. Alors, je précise, vous êtes toutes les deux, vous êtes étudiantes à l'EM Lyon. Vous n'avez pas encore fini l'EM, je crois. Il y a un projet derrière. Il y a Mathieu Cornetti qui finance des projets impact sociaux. Si vous avez besoin d'un truc, c'est le moment. Mais donc, il y a un projet entrepreneurial derrière. Ça va s'arrêter. Ça aurait été un projet sympa d'1 an. Comment vous voyez la suite pour vous en termes d'impact? Effectivement, cette question-là, elle a commencé à se poser il y a quelques mois parce qu'au départ, ce projet devait durer 2-3 mois. Et aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'1 an que ça a été créé et ça ne cesse de grandir. On a de plus en plus de chantiers avec des écoles, des entreprises. On a plein d'idées. Et effectivement, on ne se voit pas mettre un terme à tout ça maintenant parce que on se dit que c'est maintenant ou jamais. Donc, oui, en fonction de comment va évoluer toutes ces choses-là, pourquoi pas effectivement en faire un projet d'une ampleur un petit peu plus importante. Et on pense en tout cas qu'il y a une opportunité et que ça serait peut-être un petit peu dommage de ne pas la saisir. Bon, merci 1000 fois. Je voyais une question. Tiens, Mathieu, il y a une question pour toi. Est-ce que les fonds d'investissement, les fonds de gestion, pardon, mais est-ce que tu les vois imposer à leur participation des critères de performance sociale ou environnementale? Est-ce que ça fait partie des critères d'investissement, une performance sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a une tendance là-dessus ou pas encore? Est-ce que c'est possible? Alors, les fonds aiment bien imposer de la performance financière. Ouais, Camille, Agathe, profitez-en, restez un peu à l'école avant de monter votre entreprise et d'être sous la pression d'un fonds vautour. Je dirais qu'il y a quand même 2 univers dans la finance. Il y a l'univers de la bourse et l'univers du private equity. Encore une fois, quand on est investisseur, il y a d'énormes masses qui sont investies en bourse. Les attentes en termes de RSE sont moindres quand vous avez 1% de total que lorsque vous avez 30% d'une PME. Voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, dans le private equity, et je dirais la fédération des investisseurs en capital qui s'appelle France Invest, chez France Invest, l'ESG, cette approche-là, elle est généralisée. Voilà. C'était il y a 10 ans, c'était le sujet, mais aujourd'hui, c'est honnêtement sur toutes les classes d'actifs. On ne peut plus lever un fonds en disant qu'on n'y attache pas d'importance et en n'ayant pas pour, de la part de l'entrepreneur, une écoute, une réception particulière. Donc, je te dirais que oui, aujourd'hui, ces enjeux-là sont pleinement pris en compte dans les politiques d'investissement sur le private equity. Dans l'univers coté, le travail, à mon avis, continue, mais c'est plus lié à des enjeux techniques. Merci. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de questions, il y a plein de messages de félicitations pour Camille, Agathe. Merci pour vos engagements, ces combats même pour faire progresser soit l'environnement côté d'Ecovadis et Pierre-François. Laurent, moi, je voudrais passer un tout petit message et on en profite parce que l'enjeu de Choose My Company, c'est vraiment d'améliorer la relation au travail pour tous. C'est ce qu'on aime dans ton entreprise. Et la présence de Camille et d'Agathe rappelle le rôle des stagiaires. Je voudrais juste rappeler quand même que la crise du Covid, j'ai parlé des entrepreneurs qui ont tout perdu, mais il y a ces jeunes qui, la vie est longue, hein, mais qui ont perdu 1 année, 2 années de scolarité en entreprise, des opportunités d'échange, qui ont fait leur stage à domicile.
des fois dans des conditions dures, dans une chambre d'étudiants en CTU. Vraiment, je fais un petit appel, j'en profite parce que je pense que là, tu as réuni, Laurent, une communauté de gens qui sont sensibles. Si vous avez un stagiaire, si vous avez la possibilité d'accueillir des stagiaires, faites un effort. Voilà, faites un effort. C'est en ce moment difficile pour nos jeunes. Et puis, ouvrez aussi les chakras sur les recrutements. Voilà. N'ayez pas le réflexe grande école. C'est bien, Camille, Agathe, on a tous, beaucoup, on a eu la chance de faire des grandes écoles. Il y a tous ceux qui ont peut-être des parcours scolaires un peu moins évidents. Soyez ouverts parce qu'en ce moment, c'est aujourd'hui que ça se joue pour notre jeunesse et les impacts seront durables dans notre société. Les stagiaires et des alternants aussi, les apprentissages. Oui, je sais que tu fais beaucoup de choses pour l'apprentissage, dans les quartiers notamment. Ouais, avec le pacte, PAQTE, pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vous engager. C'est des solutions clés en main et on a le soutien de Choose My Company, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour ta confiance, pour tout ce que tu fais justement dans cet impact social. Merci beaucoup Camille et Agathe de vous être rapprochés de Choose My Company. On est hyper heureux. Ça a motivé et plu aux 40 personnes de Choose My Company de pouvoir d'initier des choses avec vous, je peux vous le dire. Et moi, personnellement, on est à fond derrière les sujets que vous menez. Je remercie encore beaucoup Pierre-François. Je rappelle donc que toutes les entreprises peuvent participer au label Impact Index, que le label est gratuit comme tous nos labels et que le 24 juin, les Échos publieront un cahier spécial sur les entreprises les plus exemplaires, sur ce sujet de l'impact, mais aussi sur le sujet de l'engagement des salariés. Et Dieu sait si les leviers de la motivation ont été modifiés sur ces 18 derniers mois et de la crise qu'on a traversée. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là. Il y aura un replay et on va répondre par écrit à toutes les questions qui sont arrivées. Et je close cette session. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.